Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Si vous découvrez Fleurs d'avocat aujourd'hui, sachez que le podcast Fleurs d'avocat, ce sont des interviews d'avocats, tout âge, spécialité ou lieu d'exercice confondus, qui ont pour point commun de s'épanouir dans la profession. Tous les 5 épisodes, une interview d'avocat reconverti, car je pense que l'on est vraiment épanoui que lorsque l'on sait que l'on a le choix. Et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, et j'interviewe Manuel Carius, qui raconte comment il est devenu magistrat après avoir eu une carrière heureuse et fructueuse d'avocat pendant 10 ans. Comme les épisodes sur les reconversions professionnelles sont parmi les plus écoutés du podcast, je précise que si vous vous posez des questions à ce sujet et que vous voulez être accompagné dans votre réflexion, il existe le programme Fais le bilan calmement de Switch Collective que j'ai fait et que d'autres invités du podcast ont fait. Et vous pouvez vous y inscrire en utilisant le code promo LLMaréchaux7043 pour bénéficier d'une petite réduction. Si au contraire vous aimez votre métier, que vous avez envie de continuer à l'exercer, mais que vous avez l'impression d'être poussé vers autre chose à cause de vos relations ou de vos conditions de travail, je vous invite à rejoindre la prochaine session de la formation Bien dans ma robe que j'ai créée pour vous aider à mettre en place les conditions qui vous permettraient de vous épanouir. La prochaine session aura lieu au mois de novembre et si vous souhaitez vous y inscrire, vous pouvez utiliser le code promo podcast PODCAST pour bénéficier d'un tarif préférentiel. Je vous donne rendez-vous sur le site internet de Fleurs d'avocat pour plus d'informations et pour vous y inscrire. Je termine en vous rappelant que la meilleure manière de soutenir le podcast est d'en parler autour de vous, de le partager sur les réseaux sociaux et aussi de prendre quelques minutes pour laisser un avis et une nuée d'étoiles sur iTunes ou sur votre application podcast préférée. Vous pouvez également, bien sûr, me recommander un ou une avocate épanouie à interviewer pour le podcast, que ce soit par email à l'adresse bonjour@fleuredavocat.fr ou encore via la messagerie instantanée sur le site internet www.fleuredavocat.fr ou encore via les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter ou encore Instagram. Il est temps de vous souhaiter une très bonne écoute. Bonjour Manuel Carius. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleurs d'avocat. Avec plaisir. Alors Manuel, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat. Je suis devenu avocat sur le tard, puisque j'ai d'abord été enseignant dans une faculté de droit et... Mais pourquoi avoir choisi les études de droit ? Alors ça remonte encore un petit peu plus loin. Moi, ce qui m'a toujours plu dans le droit, c'est de comprendre la mécanique de la société. Et j'ai eu le bac l'année du bicentenaire de la Révolution, et je me suis inscrit à la fac de droit après. Je voulais faire de l'économie, mais j'étais, d'après les enseignants, trop mauvais en maths. Donc j'ai fait du droit. Mais je pense que le droit et l'économie, c'est un peu la même chose. En tout cas, il y a des liens. Voilà pourquoi faire du droit. Et ensuite, comme j'étais bien à la fac, j'y suis resté longtemps, puisque je l'ai jamais vraiment quitté pendant presque 20 ans. Et pourquoi l'enseignement ? Le hasard. Le hasard qui n'existe pas, mais le hasard qui fait que on fait des études et puis en fonction des enseignants qu'on trouve, on se dit que finalement ça peut être des bons modèles ou peut-être qu'on n'a pas d'autres modèles. Le fait d'avoir une bourse pour faire une thèse, le fait que cette thèse obtienne ce qu'on appelle la qualification. Mais quand même, faire un choix de thèse, c'est pas anodin. C'était de l'intérêt pur pour la matière ou c'était... C'était le plus grand des hasards. Vous ne le répéterez à personne, mais... ça va être difficile. J'ai fait du droit public et je voulais faire ma thèse en droit du sport. Et puis... j'ai eu l'opportunité d'avoir une allocation de recherche, donc un financement pour ma thèse, en droit de la fonction publique. Et le directeur de thèse que j'avais approché pour faire du droit du sport, sachant cet élément-là, m'a proposé un sujet de droit de la fonction publique. Et donc, j'ai fait une thèse en droit de la fonction publique qui a beaucoup conditionné la suite de mon parcours. Mais... sans véritablement faire un choix pour cela. C'est étrange ça. Vous vous êtes pas dit mais c'est pas ce que je veux faire ?
mais peut-être que je ne savais pas ce que je voulais faire. Ouais, d'accord. Et j'ai beaucoup aimé. Parce que mon directeur est quelqu'un de formidable, parce que le sujet m'a intéressé, ou en tout cas retenu mon attention. Donc vous avez tiré les fils des choses qui se sont proposées à vous. Oui, on peut voir ça comme ça. On peut dire aussi que je me suis laissé imposer des choses par les circonstances, mais j'aime bien aussi l'idée, peut-être un peu fausse, de dire que j'ai saisi des opportunités. Oui, j'ai saisi des opportunités. Ouais. Ouais. Oui, Bon, après, je veux pas réécrire l'histoire. Donc si Non. vous avez plutôt l'impression de vous être laissé porter, on peut dire que vous vous êtes laissé porter. C'est une question de regard. Qui peut savoir? Et c'est pour ça aussi, maintenant, je suis juge. Et qui peut savoir ce qu'est la vérité? Donc ça s'est fait comme ça. Hein, y a un livre qui commence comme ça. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Je voulais faire du droit du sport. Sans doute que je savais pas vraiment pourquoi, mais parce que j'aimais ça. Et finalement, je me suis retrouvé à faire du droit de la fonction publique. Et je regrette pas, parce que peut-être que je voulais faire du droit du sport pour une mauvaise raison. Bon, je sais pas si c'est une mauvaise raison de vouloir faire quelque chose parce que ça nous plaît, mais en tout cas, vous avez fait du droit de la fonction publique. Vous terminez une thèse, c'est quand même 3 ans une thèse, donc il faut s'accrocher quand... Ouais, pour certains c'est plus de 3 ans. Pour moi ça a été 3 ans, oui. Mais bon, j'en garde un bon souvenir, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis ensuite je me retrouve universitaire dans le nord de la France, à Douai. Et là je fais du droit public. Comment c'est le nord de la France et Douai? C'est bien. C'est bien, moi j'ai rencontré des gens formidables à la fac, en dehors de la fac, et puis des élèves aussi, enfin des étudiants, même si on les connaît pas tous personnellement, mais moi j'en ai gardé un bon souvenir. Donc dans l'enseignement pur? Oui. Et alors ça vous a apporté satisfaction? C'est un drôle de métier, enseignant du supérieur, parce que c'est peut-être l'un des rares métiers pour lequel on n'a aucune formation. Et c'est une des choses dont je me souviendrai sans doute toute ma vie. C'est la première fois, vous êtes recruté en juillet, on vous dit vous allez faire ce que personne ne veut faire, bon, c'est comme ça, les cours qui restent, finances publiques par exemple, et vous arrivez début septembre et vous ouvrez la porte de l'amphi, tout le monde est là puisque c'est le premier jour. Et donc vous avez 200 étudiants et vous vous dites il va falloir que je leur parle au moins cette semaine pendant 2 heures de fonction publique. Alors, vous avez vos feuilles, vous pensez que tout ça est prêt, mais en réalité, vous n'êtes pas prêt. Donc c'est un drôle de métier, moi j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, c'était une première approche. Mais il y avait quand même quelque chose qui a retenu mon attention, c'est que finalement je faisais des cours en droit public, mais tout ça était un peu théorique. Parce que finalement, j'avais jamais mis les pieds au Conseil constitutionnel, j'étais pas ministre, j'étais pas député, et je n'avais malheureusement jamais manié un budget public. Et donc assez rapidement, j'ai eu l'envie d'aller vers le droit. Moi, j'ai tendance à dire que le droit, c'est une science expérimentale. Et que il faut comme ça le manier, et que finalement, ce qui paraît très important en cours, est souvent très marginal dans la vraie vie, et à l'inverse, ce qui est très anecdotique en cours, ou dans la théorie, ou dans les manuels, c'est le cœur du problème dans la vraie vie. Et donc j'ai eu une première expérience chez un avocat au conseil, à Paris, et puis comme mon jardin secret, je m'intéressais depuis longtemps, moi j'adore les chevaux, et donc j'avais publié un petit peu en droit du cheval, quand même. Voilà, en droit, dans la revue de droit rural, sur des histoires de dopage. J'avais comme ça commencé. Puis les gens, c'était le début d'Internet, mais peu de gens s'en souviennent. C'était le début des années 2000. J'avais un blog, puis les gens m'appelaient, me disaient j'ai un problème, mon avocat n'y connaît rien, etc. Et puis, au bout de 5 ans, 2005. Comme je pouvais éviter d'aller à l'école des avocats, puisque j'avais l'ancienneté qui me permettait de devenir avocat, et que j'avais publié un livre sur le droit du cheval et de l'équitation, et puis j'avais ce goût finalement de me confronter à la réalité, parce que c'est bien gentil de dire aux étudiants voilà comme ça que ça se passe, mais
Si un juge vous dit que vous avez tort, finalement, ça nous remet à notre place. Et votre expérience en cabinet d'avocat au conseil, comment ça s'est passé? Moi j'ai beaucoup aimé parce que c'était intéressant. C'était pas que sur du contentieux de cassation, donc il y avait aussi des affaires au fond. Donc finalement on maniait un contentieux très varié. Et puis on avait le temps quand même. Donc on était un peu à cheval, un peu dedans, un peu dehors. Finalement on a une forme d'expertise, mais en même temps, et là j'ai appris beaucoup à la lecture des mémoires, du raisonnement. Enfin, on apprend cette recherche de rigueur et d'efficacité. Finalement, cette idée de chercher à convaincre. Parce que le droit, quel que soit le lieu où on le fasse, il y a nécessairement une part de conviction. Il faut chercher à convaincre. Toute règle a besoin d'une adhésion de ceux qui l'appliquent. Et donc ça, j'ai commencé à l'apprendre là. Au fait que la théorie, ça n'est pas que l'accumulation de connaissances et qu'il faut aussi avoir une stratégie finalement dans son discours. L'enseignement, et c'est normal, nécessite de présenter l'ensemble d'une matière, et puis de présenter beaucoup de matières pour donner, notamment dans les premières années, une culture générale aux étudiants. Mais moi, je suis convaincu que le droit est un outil. Et cet outil, on doit savoir s'en servir. Et il y a un moment donné où moi j'adore être enseignant, j'adore écrire des articles, j'adore me poser des questions. Mais c'est aussi un outil. Et cet outil-là implique aussi de comprendre, on emploie cette expression, un rasoir dans les mains d'un singe, mais c'est ça, c'est-à-dire que le droit, il doit trouver à s'exprimer en fonction des problèmes des gens. Et ça, c'est quelque chose d'important et ce que j'ai appris aussi en faisant du contentieux. Alors d'abord, chez cet avocat au conseil, puis après pour moi, c'est que finalement, il ne faut pas chercher absolument à construire un château de cartes théorique, parce que on peut avoir raison théoriquement, on peut avoir raison sur les principes, mais ce château de cartes, parce qu'il est un château de cartes, il doit supporter de se confronter à la réalité. Et si la théorie se heurte à la réalité, qu'elle s'effondre, c'est qu'on n'a pas bien défendu son client, finalement, on n'a pas élaboré la bonne stratégie. Et pour en revenir aux chevaux, vous montiez à cheval, enfin c'est un intérêt qui vient de... D'où vient cet intérêt? Ça vient de loin, oui, moi j'en ai toujours fait. Quand j'étais étudiant, je suis pas beaucoup sorti, mais par contre j'allais beaucoup dans les écuries, voilà, ça a beaucoup et ça fait partie de ma vie très longtemps. Et puis, puis je me suis dit, tiens, mais voilà, les contrats, comment ça se passe, j'ai commencé à lire, c'était là aussi les tout débuts, c'était peut-être pas la proto-histoire, mais la préhistoire du droit du sport à l'époque. Et puis voilà, j'ai voulu, c'est ce qu'on dit beaucoup, allier la passion avec l'intérêt du droit. Et donc petit à petit, j'ai posé des pierres. Comme en plus il faut rédiger des articles quand on a fait une thèse sur d'autres matières, je me suis dit je vais écrire là-dessus. Puis mes amis de la revue de droit rural m'ont ouvert leur ligne, leur page. Donc voilà, finalement j'ai été bien reçu dans ce monde-là. Et puis un jour, comme j'ai écrit ce bouquin, et puis que les gens avec mon blog m'écrivaient, je me suis dit tiens, je vais voir si vraiment je suis capable de faire autre chose que de donner des bons conseils un peu hors sol. Et donc c'est pour ça que je suis devenu avocat pour faire du cheval, pour faire des dossiers de chevaux. Et c'est ce que j'ai fait. Et comment ça s'est passé? Très bien. Si j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de hasard, donc je vais pas dire que c'était de la chance, parce que je pense que ça n'en est pas. Mais je vais... Vous avez rencontré une clientèle et... ouais, ça s'est vraiment bien passé. Donc je me suis inscrit à Poitiers.
Pourquoi Poitiers ? Parce que j'y habitais, c'était tout. Et voilà, puis après, en gros, qu'est-ce que j'ai fait ? Ça a marché, mon livre a eu de bons échos. Puis c'est vrai, comme je suis passionné, que c'est un milieu que je connaissais bien, les gens ont eu l'impression, j'espère que c'était réel, d'être entre de bonnes mains. Ce qui fait que j'ai découvert la France, j'ai beaucoup voyagé, dans beaucoup de tribunaux, très peu à Poitiers, et j'ai fait plein de choses, plein de procédures. Et c'est là aussi le fait d'être universitaire. Je devrais pas le dire, mais je ne connaissais pratiquement rien à la procédure civile quand j'ai commencé, ce qui fait que j'osais tout. Des jours fixes, des saisies dans tous les sens. Et ça marchait. Des fois ça marche pas, mais des fois ça marche. En tout cas, l'idée était pour moi de rendre un service. C'est-à-dire que quelqu'un venait me voir en disant j'ai un problème. Moi déjà, j'essayais d'être capable d'identifier vraiment son problème, c'est-à-dire l'enjeu pour lui. Et pas que l'enjeu juridique. Pas lui dire, voilà, le contrat n'a pas été respecté, on va faire une action, et puis dans 10 ans, peut-être que vous aurez 1000 € de dommages intérêts. L'objectif, c'était, qu'est-ce que vous voulez ? Et après, on essaye, je suis comme les 50 000 avocats de France, c'est une prestation intellectuelle, donc on essaye de trouver une solution qui soit la plus efficace possible, qui suscite le moins de risques juridiques possibles. Faut pas que ça se retourne. Moi, j'utilisais souvent mon fusil à un coup. C'est-à-dire que il fallait que ça marche tout de suite parce que sinon, l'objectif donc fallait vous êtes un homme l'atteindre. de risque quand même. Je sais pas, sans doute, l'avenir aura montré que oui, sans doute. Mais c'était l'idée d'être efficace et de toucher juste pour aller récupérer un cheval, pour aller saisir un camion, pour bloquer une hémorragie, ou pour faire exécuter un contrat, ou pour... Voilà, c'était cette idée-là. Parce que moi, je m'adressais aussi à des gens on était du même milieu, on parlait cheval, donc j'étais considéré comme un spécialiste. On n'était pas très nombreux en France à en faire beaucoup. Donc je pouvais pas... c'est pas que j'avais pas le droit à l'erreur, mais il fallait que je donne aux gens une certaine qualité de prestation. Alors, il y en a sans doute qui écouteront ce podcast et qui diront que j'ai pas toujours atteint mon objectif, mais j'espère qu'il y en a quelques-uns qui, sans écouter le podcast, estiment encore que j'ai été à la hauteur de la confiance qu'ils m'ont donnée. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans. Puis après, je suppose que comme avocat, chaque avocat a aussi un petit peu son style dans sa stratégie, dans ses positionnements, dans ses manières d'obtenir un certain résultat. Donc peut-être que vous étiez sur une stratégie de fusil à un coup, assez risquée, mais peut-être avec une possibilité d'obtention du résultat à plus court terme, là où d'autres verraient les choses autrement, et vous avez sûrement eu une clientèle qui vous ressemblait en termes de manière d'envisager le business aussi. Je sais pas. Il fallait qu'on soit d'accord, effectivement. De toute façon, il faut toujours être d'accord, puisque moi, je n'étais qu'un porte-parole. Le client veut ça, on va tout faire pour l'avoir. Après, on lui dit, c'est peut-être pas la bonne chose, mais en même temps, moi, j'en disais, c'est pas mon cheval. Moi, c'est pas mon argent, voilà. Donc, moi, je leur disais, voilà ce qui est possible, voilà comment je le vois. Moi, je pense que ça peut marcher. Ça a marché dans d'autres hypothèses. J'aimais bien faire de la stratégie, donc j'imaginais aussi comment fermer la porte à un certain nombre de moyens de défense, ou même quand on est en défense. Voilà, il y avait un peu de rouerie aussi, il y avait un peu de stratégie judiciaire, évidemment. Le but de la stratégie, pour moi, c'est autant s'ouvrir ses propres portes que de fermer les portes de la partie adverse. Et c'était surtout ça le but, c'était de dire, voilà, moi je déroule, et je veux surtout éviter de rencontrer des obstacles. Et donc je fais tout pour avoir un parcours lisse. Voilà, pour trouver, avant même de délivrer mon assignation, la jurisprudence dont je sais que je me servirai à un moment donné si on m'oppose telle ou telle chose. Donc voilà comment je vois les choses, et donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai participé à des expertises, ça c'était vraiment super, j'ai rencontré des gens formidables. Et alors je fais un peu de teasing, mais
Et pendant 10 ans, j'ai toujours dit, je ne ferai jamais de JAF, et je n'ai jamais mis les pieds dans un cabinet de JAF. C'était de l'idéologie, finalement, pendant 10 ans. Pourquoi je ne ferai jamais de JAF? Parce que ça vous intéressait pas ou vous en que parlez comme d'une idéologie? Ouais, parce que je comprenais pas et je me disais mais comment on peut en arriver là? Mais je fais du teasing, j'ai changé d'avis, j'ai changé comme disent certains. Donc voilà, mais c'est vrai que j'étais bien dans ma robe avec cette dire je fais pas de JAF, c'est aussi finalement de dire j'ai la chance. C'est vrai que j'ai eu la chance de faire que du contentieux que j'aimais. Donc j'ai fait beaucoup de chevaux. Et puis je faisais du droit public. Parce que j'étais publiciste. Vous aviez gardé cette casquette. Voilà, j'avais même la spécialité en droit public. J'ai des très bons souvenirs en droit public. Parce que justement, le droit public, avec cet aspect stratégie, ceux qui font du droit des étrangers vous le diront, avec cet aspect stratégique, on peut faire des belles choses. J'ai notamment j'ai fait un référé pour qu'un enfant autiste, dont la MDPH nous disait, on ne sait pas quoi en faire. Donc la maison départementale de protection des handicapés. Voilà. Disait on ne sait pas quoi en faire et la maman avait son enfant chez lui, il avait 13 ans, il était obèse et un jour il a pris la voiture et comme il savait pas conduire, la voiture a fini dans un mur. Et la maman est venue me voir et dit moi j'en peux plus là, il faut faire quelque chose. On me dit qu'on peut rien pour moi mais moi je peux plus. Donc je pense à cet exemple là où finalement voilà, avec un référé qui était un peu osé alors après, je veux pas avoir l'impression de me tresser les couronnes de laurier. C'est au juge qu'il faut tresser les couronnes de laurier. C'est des souvenirs que vous avez de votre exercice. C'est bien. Et la NDPH disant, mais on ne sait pas ce qu'on fait là. C'est la première fois qu'on nous fait un référé liberté en disant, il faut que vous trouviez une solution pour cet enfant. Et finalement, voilà, le but c'était de trouver une solution pour cet enfant qui a été trouvée. Donc voilà, et puis je suis allé plaider au Conseil constitutionnel aussi dans le cadre d'un procès devant le tribunal administratif, une QPC. Donc, ce que je comprends quand même, c'est que vous avez tiré beaucoup de satisfaction de votre vie d'avocat. Ah oui. Oui. Qui a duré donc 10 ans. Ouais, un peu plus de 10 ans. Ouais. Et alors, avocat et prof. Avocat et enseignant. Avocat et enseignant. Et cette fois-ci, je faisais du droit du sport. J'ai fait du droit du sport pendant longtemps. Donc droit du sport auquel, vous êtes arrivé finalement par une porte détournée. Oui, non, mais c'est une passion. Comme quoi, rien n'est définitif. Non, c'est une passion. Je faisais de la fonction publique en tant qu'avocat. Enfin, j'ai toujours finalement, vous savez, c'est la théorie des fers au feu, mais on dit on met plusieurs. Je ne connais pas la théorie des fers au feu. Oui, d'avoir plusieurs fers. Voilà, peut-être une théorie que j'invente, mais. Je suis plus sur les œufs dans les paniers. Voilà, les œufs dans les paniers ou les cordes à l'arc. Mais finalement, là, on pose toujours de dire il faut avoir plusieurs cordes, plusieurs œufs, plusieurs fers. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et moi, je crois que j'ai laissé les œufs dans le panier, j'ai laissé les cordes à l'arc et j'ai laissé les fers au feu. Ce qui fait qu'il n'y a jamais un moment où je me suis dit non, je suis un spécialiste de. J'ai fait ma thèse en fonction publique, je vais faire avocat en fonction publique. Je suis un avocat de chevaux, je vais faire que des chevaux. J'ai toujours finalement eu le goût de tester, de développer des choses des passions ou des goûts qui étaient nés, d'assouvir finalement. Ce qui fait que c'est vrai que j'avais des clients qui étaient des agents publics ou des établissements, des collectivités. Et puis en même temps, je mettais mes bottes en caoutchouc et puis j'allais faire du bail rural, faire des expertises de centres équestres ou de chevaux. Donc voilà, j'ai toujours fait ça et ça m'a beaucoup plu parce qu'effectivement, je disais que j'étais un peu... parce qu'il y a beaucoup d'ego, mais je pense qu'il y a un peu d'ego dans un professeur avocat. Un petit peu. J'étais un peu un aristocrate. Parce que, sans être un grand avocat, bien évidemment, mais les contentieux que j'avais envie de faire, je les ai faits. Et c'est vrai que d'aller plaider une QPC au Conseil constitutionnel, c'était pas choisi, mais à un moment donné, c'est toujours cette idée de stratégie. À un moment donné, j'ai dit à ma cliente, écoutez, votre dossier, en l'état, je pense que la porte est étroite. La jurisprudence nous est pas très favorable, mais il y a peut-être quelque chose qui peut nous aider. Et donc, c'est d'aller taper plus haut, c'est de faire une QPC. Et donc, je l'ai faite, je suis allé la plaider, elle nous a servi, puis finalement on a gagné. Donc,
voilà, c'est ce lien entre la théorie, parce que il faut, quand on développe une QPC, on fait du droit, quoi. Et la pratique, c'est-à-dire le but c'était d'accrocher quelque chose. Et donc pendant 10 ans j'ai fait ça et ouais, ça m'a bien plu. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, qu'est-ce qui s'est passé Bon, comme on dit, hein, vous savez, enfin, en tout cas c'est ce que me disaient les experts vétérinaires, hein, quand on voulait analyser une boiterie, ils disaient c'est multifactoriel. Hein. Bah, tout est multifactoriel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que il y a eu des attentats en France. Quels attentats ? Bah, il y a eu des attentats en 2015. Non, mais c'est pour situer... Ouais, il y a eu des attentats en 2015. Il y a, finalement, la justice a été considérée comme aussi un des leviers de la démocratie ou un des ciments en quelque sorte. Il y a eu aussi le fait que le litige est pour moi quelque chose qui doit avoir une fin. Quand j'ai commencé à être avocat, il y a une de mes clientes qui est arrivée assez tôt dans la clientèle, et quand je suis parti, je l'avais toujours, pour le même litige. Et finalement, bon, je le vois un peu comme un échec, j'avais pas réussi à trouver la clé. Mais c'est pas qu'un échec personnel, c'est un échec du système, parce qu'évidemment, quand votre adversaire fait le mort, quand vous avez une décision et qu'il vous dit « Ah bah oui, mais excusez-moi, j'ai rien. » Enfin, j'ai rien. En tout cas, j'ai pas envie de payer, donc je fais tout pour n'avoir rien. Donc, il y avait aussi pour moi le fait de me dire que j'étais en capacité, toutes choses égales par ailleurs, mais j'avais la volonté d'apporter une solution aux gens, mais que parfois, ben, j'étais le seul à vouloir cette solution. Et notamment, moi, j'aimais pas faire appel, parce que souvent, on va au bout. Et qu'on se dit, ben, on a tout fait, et si on perd en première instance, c'est que peut-être, parfois, on a mal fait, ou il y a peut-être un argument qu'on a peu vu, mais parfois, ben, voilà, en appel, on n'obtiendra pas beaucoup mieux, sauf à avoir une appréciation différente, mais moi, j'étais pas à l'aise avec ça, j'avais le sentiment d'avoir été au maximum. Alors, on peut faire appel, mais c'est coûteux, c'est long, le client parfois ne comprend pas, et on peut pas vraiment avoir une stratégie, ou en tout cas être de bons conseils, en disant, ben, on espère qu'en appel, le juge aura une autre appréciation. Mais moi, ça m'a jamais satisfait, j'ai toujours été mal à l'aise avec ça. Et puis, je n'aimais pas, c'est vrai, les confrères, ou les clients des confrères qui laissaient traîner, qui faisaient appel parce qu'il n'y avait pas l'exécution provisoire, juste pour finalement gagner du temps, ou les confrères au téléphone qui me disaient, bah, de toute façon, vous pouvez toujours vous asseoir sur vos dommages-intérêts, vous n'aurez rien. J'avais le sentiment finalement d'un manque d'aboutissement. C'est pas ça qui m'a fait tomber la robe. Hein. Ça fait partie des facteurs. Mais c'est des choses où on se dit, voilà, en gros, où est-ce que je pourrais être le plus efficace, le plus utile possible ? Je l'ai été, je peux encore l'être, mais est-ce que, avec aussi le facteur extérieur que j'ai évoqué, le fait que finalement, moi j'avais envie d'être utile, hein, c'est ça, c'est-à-dire je suis devenu avocat parce que j'avais envie d'être utile, que le droit soit utile. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que cette utilité, ma vision aussi, est-ce qu'elle pourrait pas être utile ailleurs ? Parce qu'il y a aussi quelque chose, j'ai beaucoup entendu d'avocats dire, ouais, le juge a rien compris, etc. Bon, ça, je l'ai entendu. Et mais à un moment, je me disais, mais... Parce que j'ai fait du contentieux administratif, et en contentieux administratif, on a des juges qui sont... on dit rarement que le juge... Enfin, moi, en tout cas, je disais rarement que le juge a rien compris, parce que c'est un contentieux où les juges sont très compétents et le montrent dans leur travail, voilà. Et j'avais pas ce sentiment-là, par mon expérience du contentieux administratif. Et dans mes dossiers de chevaux, souvent, vous arrivez dans un tribunal qui n'est pas le vôtre, et vous dites, ah, c'est le dossier de cheval. Parce que les dernières conclusions font 25 pages, parce qu'on y met tout ce qu'on connaît de ce milieu-là. Donc, c'est valable dans plein d'autres domaines, enfin, en diffamation, choses comme ça, voilà. Je prétends pas avoir une particularité formidable. Mais c'est vrai que le dossier de cheval fait un peu sourire.
à côté des dossiers de crédit ou de choses comme ça. Et donc, j'avais cette idée du service rendu. Peut-être aussi parce que je suis fonctionnaire aussi, à la base. Donc du service rendu, et à un moment de se dire, mais finalement, la justice a des besoins. On a l'impression que les rouages sont un peu grippés, notamment que les avocats ont l'impression d'être mal compris, qu'il n'y a pas cette compréhension. Et aussi que peut-être les juges ne comprennent pas parfois la façon dont les avocats peuvent se comporter ou présenter un dossier, enfin voilà. Donc je me suis dit, mais finalement, peut-être qu'il faudrait aller voir de l'autre côté. Parce que je serais peut-être utile là aussi, et peut-être à ce stade, peut-être que je serais plus utile. Peut-être que je serais plus utile là. Et vous avez évoqué les attentats, vous avez évoqué ce sentiment peut-être de ne pas pouvoir donner une fin à certains dossiers, l'envie ou l'idée qu'on peut être encore plus utile à un autre poste. Est-ce qu'il y avait d'autres facteurs ? Non, après la profession, c'est pas la profession, enfin, parce que bon voilà, c'est aussi le thème du podcast. Moi j'ai bien vécu la profession. Je l'ai fait d'abord seul, je l'ai fait ensuite avec des associés. Je leur fais un petit coucou s'ils m'entendent. C'est compliqué d'être associé, enfin c'est compliqué quand on veut partir d'une association, mais je pense que c'est une question de culture, c'est pas une question de personne, c'est une question de culture parce que c'est une profession indépendante où il n'est pas évident de créer un affectio societatis, et puis donc voilà, moi j'ai exercé la profession de deux manières, j'ai pas une expérience folle, je ne suis pas un déçu de la profession. Je l'ai faite assez longtemps, parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui font des 18 ans donc pour rentrer à l'école de la magistrature et qui le font très rapidement. Je n'ai pas cherché à fuir. Voilà. Souvent les gens disent le pauvre, en gros, il est devenu magistrat. Non, moi j'ai pas cherché à fuir. Non, mais cela dit, moi dans mes invités reconvertis, il y en a pas tant que ça qu'on fuit, quoi. Enfin, vraiment, après vous serez le 8e. Donc les 7 premiers, il n'y en a pas tant que ça qu'on fuit. Il y en a qui se sont rapidement rendus compte qu'en fait c'était pas pour eux, pour une raison X ou Y, mais pas forcément en mode fuite. Enfin... Moi je pense que j'étais après. Je pense que c'était une profession la façon dont je le faisais me satisfaisait beaucoup. Satisfaisait mon ego. Je pense aussi que j'étais à ma place. J'avais une façon de faire les dossiers assez technique. J'aimais bien la stratégie. J'aimais bien ça. Oui, vous aviez trouvé votre place. Voilà, je pense que j'avais trouvé ma place. Mais je pense qu'à un moment, effectivement, je me suis trouvé peut-être inconsciemment face à une fourche. La fourche étant, soit je continue pendant 10 ou 15 ans à faire la même chose, à continuer à faire la même chose, donc à développer, ou bien à saisir ce qui pouvait me sembler comme étant une forme d'urgence sociale, en présence de laquelle je me sentais en phase. Et les attentats de 2015 ont été un vrai élément de prise de décision ? Oui, en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est le moment où je me suis dit, je suis devenu réserviste de l'éducation nationale, réserviste citoyen de l'éducation nationale, et puis finalement, je me suis dit, mais si on veut servir, il faut peut-être s'engager. Comme je pensais qu'il était utile de se mettre au service de la justice, avec un grand J, pas de l'appareil judiciaire, mais de la justice, je me suis dit que il fallait pas se payer de mots, on pouvait faire des choses, mais on pouvait aussi dire,
je me mets à la disposition du service public de la justice, je pense pouvoir apporter quelque chose, et puis on verra bien. Et puis il y avait aussi quand même le fait que il y avait ce hiatus qui est présent, hein, on le voit, il y a encore une convention qui a été signée entre la Cour de cassation et les barreaux, ce hiatus entre les deux professions, dans lequel moi je me reconnaissais pas trop, et j'avais aussi envie finalement un peu de dire chiche. On dit que le juge il n'a pas compris, qu'il n'a pas ceci, qu'il n'a pas cela. Eh ben on va voir si c'est si facile que ça. Non, mais c'est vrai que je comprends bien cet aspect multifactoriel. C'est juste que je me demande si vous pouvez identifier un moment où vraiment vous vous êtes dit un moment qui peut-être a été un peu le moment où on agrège les différents facteurs parce que voilà, je sais pas, par exemple Jessica Troisfontaine est sortie d'un cours de sport et elle s'est dit mais en fait je veux pas faire ça, j'ai d'autres envies. Il y en a une autre, ça a été un dîner à laquelle elle a pas pu se rendre, qui a été un peu un truc qu'ont été des marqueurs de vraiment remise en question de là où on est et de prise de décision de quelque chose d'autre qui s'explique pas forcément par cette soirée exactement ce qui s'est passé ce soir-là, qui permet d'agréger justement tous ces facteurs-là, mais où il y a quand même un peu un moment où on se dit voilà, un moment déclencheur. Je me demande s'il y en a un chez vous, mais c'est pas. Ouais, ces post-attentats finalement qui consistent à se dire oui, en tant qu'avocat, j'influe sur mon environnement. Je rends un service, mais est-ce que finalement le besoin social dans lequel je me reconnais, parce que on a tous une place symbolique dans la société, c'est-à-dire une place dans laquelle qu'on peut investir et dans laquelle on peut finalement occuper une place un peu motrice. Donc, est-ce que là où je me vois, là où je peux m'insérer dans un environnement et le faire fonctionner, est-ce que c'est dans ce rôle d'avocat, et a fortiori d'avocat des chevaux, en quelque sorte, un peu dans une niche, est-ce que c'est ça ? J'aurais pu effectivement changer ma clientèle ou avoir une autre clientèle et rentrer dans le système pénal. Mais je l'ai pas vu, ça m'est pas venu à l'idée parce que je pense que c'était un monde qui m'était trop étranger. Et comme j'ai ce sens de l'intérêt général, puisque je suis quand même fonctionnaire depuis maintenant 20 ans, je me suis dit c'est peut-être là, voilà. Finalement, c'est de regrouper le sens du service public et puis ce métier de professionnel du droit. Et donc c'est dans ce contexte post-attentat que finalement le nœud s'est fait. Oui. Et c'est là où c'est encore moins un hasard, en tout cas. Voilà, vous avez quand même commencé cette interview en disant que vous, ce qui vous intéressait dans le droit, c'était les structures sociales. Enfin, je veux dire, donc, le fait que post-attentat, vous vous posiez des questions sur vous, qui êtes-vous dans une société et à quoi est-ce que vous pouvez servir en tant que membre d'une société, c'est pas... Bon, voilà, c'est pas un hasard, quoi. Mais... Non, c'est pas un hasard. Et puis c'est finalement le fait de remettre... Moi, j'ai commencé comme étant avocat, comme étant un sachant dans mon domaine, dans mes domaines de prédilection. Je ne faisais aucun dossier dans des domaines dans lesquels je n'avais pas un minimum d'expertise. Non, l'expertise en droit du cheval, vous l'êtes créée par vous-même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, la bascule, elle a été aussi de finalement remettre les gens dans tout cet environnement judiciaire. Alors que j'avais mes clients, mais mes clients étaient autant des chevaux que des gens, en quelque sorte. Moi, je me battais aussi pour des chevaux. Et mes clients fonctionnaires, je les voyais dans cet aspect de leur vie professionnelle, en quelque sorte, avec des enjeux statutaires, des enjeux très importants, du harcèlement, des choses comme ça. Mais voilà, on est quand même sur un focus. Et je crois aussi qu'il y avait ce souci de faire que le droit soit au service de l'activité humaine, au service de la des gens. Et c'est pour ça que je me rêvais évidemment
juge antiterroriste. Hein. Mais en plus dans un contexte. Voilà, moi j'étais prêt à aller dire, allez, je suis prêt à tout. Et d'ailleurs, par la suite, j'ai gardé une certaine appétence, un certain goût pour des contentieux, j'allais dire à connotation sociale en quelque sorte, sociétale. Et qui touche aux intérêts supérieurs en quelque sorte de la société. Mais je crois que finalement, et c'est ce dont je me suis rendu compte une fois que j'ai été en juridiction, je crois que ce qui m'apporte satisfaction, c'est les gens. Ouais. C'est d'être avec les gens. On va y revenir, mais donc vous décidez de passer la passerelle de l'article 18.1 ? Ah non, moi Comment ça s'est passé ? C'est mon côté, ça je crois que c'est mon côté un peu aristocrate. Ce que je ne suis pas, mais c'est-à-dire que quand j'étais avocat, j'étais dans une niche, et puis je suis devenu un magistrat en tant que je suis détaché. Donc, comme je suis fonctionnaire universitaire, j'ai été accepté en détachement. Donc, le détachement qui est ouvert à certains corps de la fonction publique pendant 5 ans, avec la possibilité d'être intégré. D'accord. Donc ce qui nous permet d'arriver... Et vous étiez dans la fonction publique, donc du fait de l'enseignement. Voilà. Parce que vous avez toujours continué d'enseigner. D'accord, et vous avez fait ce détachement. Voilà, donc c'est une passerelle. Donc là, vous êtes au milieu, sur la fin de votre détachement. Je commence à être sur la fin. Je suis à l'époque où on peut demander son intégration. Ouais. Ça a été rapide en fait ? Non, ça prend un an et demi. D'accord, donc quand même 1 an et demi... En sachant que vous avez ce projet qui va se concrétiser, peut-être. Ouais, il y a une incertitude quand même. Ouais. Alors il y a une incertitude effectivement, puisque d'abord, c'est ce que tous ceux qui ont fait l'article 22 et le 18.1 aussi connaissent, je crois. Oui. Donc on montre patte blanche, et puis on passe devant une commission nationale qui s'appelle la commission d'avancement, qui ne nous fait pas de cadeaux. Donc effectivement, ça peut ne pas marcher. Ouais. Voilà, ça peut ne pas marcher. Bon, il fallait que ça marche parce que c'était un vrai choix. Enfin, j'avais dit à mes associés que j'arrêtais, donc voilà. Ouais. Et puis parce que c'était une vraie volonté de ma part. C'était pas, je voulais pas tester la température. Je voulais pas me dire je suis capable de. J'ai pris un vrai risque. J'ai pris un vrai risque effectivement. Et donc c'est un petit peu long effectivement. Et alors à la différence un peu comme les articles 22, enfin peu importe, comme les intégrés, on va pas à l'école. Et ce qui fait que nous, on fait 6 mois de stage en juridiction, et ensuite on prend notre poste. Donc le fait d'être avocat, je n'aurais été qu'universitaire, ça aurait été quand même assez, plus dur, ouais. Assez difficile, parce que là, je connaissais un peu la musique. Et alors ces 6 mois ? C'était très bien, j'ai été très bien accueilli. Et ça, je voudrais le dire à tous les avocats qui nous écoutent. Je ne connais pas les 8000 magistrats de France, mais tous les magistrats que j'ai rencontrés, tous ceux avec qui j'ai travaillé, sont des gens impliqués, sont des gens qui se posent des questions, qui veulent absolument rendre la bonne décision. Et donc j'ai pour ça été très... Sachant que c'était agréablement surpris. Sachant que c'était ça a fait partie des facteurs qui vous ont conduit vers cette profession. Vous aviez une curiosité vers, en vrai, commencer derrière le... Oui, une curiosité et vraiment une interrogation, liée au fait que j'entendais beaucoup, et même moi, on peut avoir ce sentiment de me dire, mais je comprends pas, j'ai le sentiment d'être légitime dans mes demandes, et puis je me fais raser, l'impression que le juge n'a pas compris, et donc d'avoir parfois aussi des confrères qui étaient assez acerbes, assez déçus, c'est désabusé en quelque sorte, comme s'il y avait un hiatus entre ces deux professions. Et moi je n'ai rencontré que des magistrats qui démentent, en tout cas, peut-être suis-je naïf. Vous avez cette impression. Une impression générale en tout cas d'investissement. Donc les 6 mois, j'ai été très bien reçu, j'ai beaucoup appris. Dans cette juridiction. Où étiez-vous ? J'étais au TGI de Tours. Et ensuite, au bout de 6 mois, vous êtes censé vous être préparé aux fonctions que vous allez occuper. Alors moi, mes fonctions ont beaucoup changé, donc j'ai fait des choses à Tours que je n'ai pas refait à Angoulême.
Et j'ai fait à Angoulême des choses que je n'avais pas beaucoup fait à Tours, mais peu importe. Et donc, au bout de 6 mois, je me suis retrouvé de plein exercice. Donc en tout cas, au bout de 6 mois, vous vous êtes surtout dit que effectivement c'est ce que vous aviez envie de faire, que vous étiez au bon endroit. Ah oui, oui, non, mais j'ai jamais eu de doute. Vous avez jamais eu de doute? Non, j'ai toujours beaucoup aimé. En réalité, j'ai découvert des choses que c'est vrai que je venais du monde de la procédure écrite, donc de la première chambre civile traditionnellement, procédure écrite, mes dossiers de chevaux, voilà, des choses assez convenues, et j'ai découvert totalement des procédures que je n'avais pas maniées, des contentieux nouveaux. Je vous ai pas demandé, mais vous étiez dans quel type, où vous êtes encore, peut-être que vous n'avez pas changé de poste depuis, dans quel type de poste comme magistrat? Alors, moi, je dis que je suis un peu couteau suisse, parce que dans nos juridictions de province, on peut être couteau suisse, mais je fais, je tiens un cabinet de JAF, donc ça m'occupe beaucoup. Et alors bien sûr, j'avais juré craché que je n'en ferais pas, et j'adore ça. Et vous adorez ça? J'adore ça. Faut pas dire ça comme ça, parce que ça donne un peu une impression de légèreté. Non, mais en tout cas, vous appréciez ces dossiers, c'est quelque chose qui vous intéresse. Ouais. Et puis je pense que les avocats qui me voient que j'aime ça. Donc c'est quelque chose que j'apprécie énormément, dans lequel je me suis beaucoup investi, que je trouve très intéressant. Alors vous avez été surpris? Pas surpris, puisque, comme me dit mon fils, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu, mais moi je m'attendais à rien et je suis pas déçu, mais je m'attendais à rien parce que pour moi c'était quand j'étais avocat, il était impossible que je fasse du JAF. C'était impossible. Je ne voulais pas parce que je ne voyais pas le sens. Parce que moi j'étais un technicien, moi je faisais du droit et je voyais pas le sens. Je voyais pas le sens de ce type de procédure qui pour moi était du conflit pur. Mais sauf que c'était à une certaine époque et j'ai évolué, et c'est vrai qu'au début j'étais un peu comme un crapaud sur une boîte d'allumettes. La première fois où j'ai assisté avec un magistrat à Tours aux ordonnances les audiences d'ordonnance de non-conciliation, mais voilà, je découvrais, et puis j'ai effectivement découvert quelque chose dont j'ai compris le sens et dans lequel je trouve un intérêt énorme. Alors ? L'intérêt, c'est les gens. Parce qu'en définitive, le JAF, à la différence de beaucoup d'autres conflits, les gens viennent en JAF parce qu'ils n'ont pas été capables de régler un conflit qui normalement n'aurait pas besoin d'un intermédiaire. Vous avez un accident de voiture, vous êtes obligé de demander l'indemnisation de votre préjudice, donc vous prenez un avocat, vous faites une expertise, votre maison elle s'effondre, c'est très rare que l'entreprise vienne elle-même pour réparer et que l'assureur vienne et vous fasse un chèque. Le juge est un acteur obligé en quelque sorte, alors que en JAF, donc ce qu'on appelle les hors divorce, les audiences de garde d'enfants, autorité parentale, on n'a pas besoin de nous. Les gens devraient, la logique de la nature voudrait que les gens s'accordent, puisque tout le monde a à cœur l'intérêt de son enfant. Puisqu'ils nous le disent, tout le monde aime son enfant. Personne ne dit « je déteste mon enfant ». Donc ces gens-là ont un conflit, finalement ils vont devant le juge à contre-cœur. Alors que à la première chambre civile, donc contentieux droit commun, il y en a au moins l'un des deux qui vient devant le juge, qui est content de venir devant le juge en disant le juge va trancher. Alors que en JAF, faut pas généraliser évidemment, il y a une violence conjugale, il y a des choses comme ça, mais disons qu'il y a beaucoup de contentieux où finalement les gens viennent parce qu'ils sont démunis et qu'ils n'arrivent plus à se parler, et ils viennent au juge en disant en gros on vous jette ça en pâture, et c'est vous qui avez décidé. Moi parfois je leur dis mais vous savez, je ferai que des malheureux, parce que de toute façon c'est pas ma vie, c'est pas mon enfant, et donc si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur cette satanée résidence alternée, moi je peux le faire. Mais finalement, si vous avez besoin de ma décision, c'est peut-être que votre situation, elle est encore bancale. Après, il y a évidemment des contentieux où
on a besoin de nous aussi parce qu'il y a du vrai conflit. Mais du coup, comment vous le vivez ça? De faire un contentieux où finalement les gens, s'ils sont devant vous, et si vous êtes forcé de prendre une décision qui est la vôtre et pas celle d'un accord des justiciables que vous avez devant vous, enfin, je relis ça au fait que vous avez quand même cité parmi les facteurs qui vous ont un peu invité aussi, enfin qui ont fait partie de la recette de votre changement de profession. Vous avez évoqué voilà cette insatisfaction de ne pas pouvoir donner une fin à quelque chose. Et là finalement, si vous dites je vais prendre une décision mais je ne vais faire que des malheureux et finalement le conflit va rester, c'est comme ne pas donner une fin à quelque chose. Donc enfin, je voudrais pas vous soulever une nouvelle question existentielle, mais est-ce que c'est pas insatisfaisant pour vous? Et non, justement, parce que c'est aussi la façon de... L'avantage d'être JAF, c'est qu'on est d'abord en juge unique, et donc on peut avoir aussi sa façon de faire, sa cuisine. Et moi, je suis très inquisitorial. C'est-à-dire que je veux tout savoir, tout comprendre. Et moi je dis aux gens, il va falloir m'expliquer. Parce que moi j'ai besoin de motiver une décision et je veux prendre la bonne décision à un instant T. C'est-à-dire que je veux que vous madame, vous monsieur, et vous l'avocat, quand vous lisez ma décision, quand vous la lirez, vous puissiez y adhérer. Peut-être que vous ne serez pas d'accord parce que vous voulez la résidence chez vous et j'ai pas. Mais au moins que vous vous disiez, bon ok, le juge il m'a écouté. Il a entendu mes arguments, il y a répondu, il a vu des choses dans les pièces. Et j'ai ce côté un peu, moi j'occupe un peu l'espace. C'est-à-dire que les avocats, parfois, excusez-moi les avocats, mais des fois je ne laisse pas parler. Enfin, en tout cas, je dois faire attention, je laisse, mais j'ai d'abord envie de comprendre. Je pose des questions aux gens, je dis, mais ça, là, excusez-moi, j'ai pas compris. Pourquoi etc. Des choses très factuelles. Mais qui font, et c'est pour ça que je fais aussi du pénal, j'aime beaucoup le GLD par exemple, enfin j'aime beaucoup, je m'investis beaucoup, je trouve que c'est intéressant, parce qu'on voit les gens, et la question, c'est vraiment ça, c'est Carbonnier qui disait la vie est plus riche que le droit, et c'est ça finalement qui moi qui me pousse dans mon activité, c'est de voir cette richesse de la vie. Et les gens qui viennent me voir, on est dans une posture. Vous allez devant le JAF, moi je suis jamais allé devant le JAF en tant que justiciable, mais les gens, finalement, ils viennent avec une posture, et on le voit. Parce que l'avocat, parfois, va vous plaquer un discours, et il faut surtout pas que le justiciable parle, parce que lui, il peut peut-être aussi donner une autre lecture. Et donc c'est cette idée-là. Si je veux rendre une bonne décision, il faut que je comprenne. Et parfois, je prends des décisions puisque nous, on doit fixer des droits. Donc même si on ne les a pas, on peut par exemple fixer des résidences alternées provisoires. Ça m'est arrivé, dans un dossier catastrophique, j'ai pris mes risques. J'ai fixé une résidence alternée provisoire. Personne s'y attendait, mais sauf que c'était pour moi, et j'ai revu les gens après, je leur ai dit, mais c'était le seul moyen pour moi d'agir. Et c'est toujours cette idée-là. A priori, bon, j'en discutais avec les avocats, ils disent, a priori, on fait pas beaucoup appel au JAF, mais donc pour mon cabinet comme pour d'autres, il n'y a pas beaucoup d'appels, mais l'idée c'est ça, c'est de se dire, voilà, vous venez une fois, je vais essayer d'abord de faire passer un message, que moi des fois, il y en a un, je dis, mais monsieur, c'est la cata, là, ce que vous m'expliquez. Votre truc, c'est la cata. Voilà, je leur dis, vous avez... Battre sa femme, c'est la cata. Non, Vraiment, ça ne va pas. Alors, moi, je suis dans un cabinet de JAF, donc on n'a pas que des situations catastrophiques, évidemment. Non, mais là, quand on retrouve... il faut savoir aussi s'adapter. Voilà, quand on a des choses très graves, on les prend pour ce qu'elles sont. Mais on a des gens qui viennent vous voir et qui disent, qui se battent pour des bouts de ficelle, et on leur dit, mais voilà, là c'est la cata, parce que finalement, votre enfant, il a 4 ans, mais c'est qui l'adulte? Voilà. Et donc, il faut faire passer ce message un peu. Alors, il y a un peu une forme un peu de brutalité, mais en même temps, si les gens viennent, qu'ils disent que finalement le juge, ça va, c'est cool. Non, des fois le juge c'est pas cool. Et pour que les gens rentrent chez eux,
Moi, les gens qui viennent et qui amènent, les mamans, elles amènent la poussette dans la salle d'audience, je leur pose des questions. Je leur dis, mais expliquez-moi pourquoi. Vous êtes convoqué chez le juge, vous amenez un bébé, parfois c'est même le bébé qui est concerné par la procédure. Je dis, mais il entend tout, il comprend tout. Je dis, ça vous gêne pas? Enfin, il s'agit pas d'être moralisateur. Il s'agit juste finalement des fois de raccrocher, parce que ces gens-là, ils viennent avec leur souffrance, ils viennent avec leur peur de la justice, d'essayer de leur dire, voilà, moi, on est là aussi peut-être pour que, quand vous repartiez, il y ait des choses des wagons qui se soient raccrochés. Est-ce que vous avez l'impression d'arriver à une certaine forme d'éducation des gens au fait que la justice, c'est pas un bien de consommation quelconque, et que c'est pas anodin, et que voilà, la justice... Oui, ça c'est important. Alors, moi je suis pas... Il y a des juges qui disent aux gens la casquette, le chewing-gum. Moi ça c'est pas trop mon problème. Je suis pas là pour faire passer ma morale ou ma vision des choses. C'est pas mon c'est pas mon problème. Simplement, je suis garant d'un certain nombre de règles qui s'appliquent en fonction d'un certain nombre d'éléments, notamment de procédures, de critères. Voilà. Moi, mon job, c'est juste ça. C'est d'appliquer le code civil, mais comme disait Mitterrand quand il a refusé de signer les ordonnances en 1986, le code civil, rien que le code civil, mais tout le code civil. Et donc, voilà, c'est à partir de ça. Donc finalement, les gens, l'un des deux a choisi d'amener l'autre à tort ou à raison devant le juge. On est là, donc maintenant, on va jouer le jeu. Et donc, faire passer des messages, oui, mais jamais, Alors, les avocats d'Angoulême vont peut-être pousser des cris derrière leur téléphone, mais ils viendront me le dire dans mon cabinet. Mais vous pensez que je vais recevoir des messages non, parce qu'ils sont très agréables, et puis s'ils ont des choses à dire, ils me le diront. J'essaye de ne pas être moralisateur, parce que je n'ai pas la vie de ces gens-là, qui souvent, je suis dans un département rural, qui souvent est une vie qui est faite de beaucoup de souffrance et de beaucoup de carences. S'ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils n'y arrivent pas. Quand on a le RSA et qu'on n'arrive pas à voir son enfant, ou que on n'arrive plus à parler avec la mère, ou qu'on n'arrive plus à parler avec le père, on vient pas de gaieté cœur dans le JAF. Quand on est inséré, on vient pas devant le JAF, sauf en ONC, parce qu'on veut divorcer, ou quand on veut faire diminuer la contribution. Mais on arrive sinon à avoir cette discussion dans l'intérêt des enfants. Donc nous, on a des gens qui sont en demande, finalement, aussi d'un rappel du cadre. Donc moi, c'est pas de la morale que je leur fais, j'espère en tout cas, c'est pas mon opinion. J'ai pas d'opinion. Voilà, moi je leur dis, j'ai pas d'avis. Simplement, la société a un certain nombre d'éléments que parfois on peut rappeler quand les gens viennent sans avocat. Après, quand ils ont des avocats, voilà, les avocats ont aussi leur stratégie, j'essaye de les laisser parler, mais je pose des questions quand même, parce qu'il y a des pièces ou des arguments dont j'aime avoir quand même, sur lesquels j'aime avoir un certain nombre de précisions, parce que... Et puis, ayant été le stratège de l'autre côté, voilà. Vous savez justement ça... Voilà, parce qu'il faut pas me faire croire que un bénéfice correspond à un chiffre d'affaires. Et... vous avez l'air d'avoir vraiment embrassé ce nouveau poste. Enfin, voilà la manière dont vous en parlez, etc. Donc là, vous arrivez à la fin de votre détachement. C'est ça, hein j'y suis jusqu'à fin 2021. Et donc à partir... Ouais, vous êtes quand même en mi-parcours, en fait. Oui, j'ai dépassé la moitié, oui. Ouais. Et donc vous pensez poursuivre disons que... Alors... Il y a encore 1 an et demi. Je peux demander mon intégration maintenant, mais ce sera à la commission d'avancement de statuer sur cette demande au vu de l'avis des chefs de juridiction. Mais en tout cas, vous en avez envie. Je pense qu'il y a de grandes chances que je demande mon intégration. Et si je peux juste... Parce que je disais que j'étais un peu le couteau suisse, parce que je fais beaucoup de JAF, donc les pensions alimentaires, les prestations compensatoires, choses comme ça. Les liquidations de régime mat, ça c'est du droit civil, mais j'aime aussi beaucoup en faire. Et puis c'est vrai qu'aussi j'ai essayé de garder un peu de pénal, donc
Et c'est toujours la même chose. C'est les gens, quoi. Trouver la bonne peine, comprendre les gens. La question que je peux poser parfois, c'est comment on en est arrivé là, finalement. Comment on en est arrivé là. Et d'essayer de comprendre. Vous êtes quand même parti d'une vision très structure de société vers quelque chose de très profondément humaniste et psychologique. C'est un parcours intéressant. Oui, j'ai une vision. Et on en parle avec les collègues, et j'ai une collègue qui me disait que c'est vrai que, sans doute, c'est peut-être un peu excessif de ma part, mais j'ai toujours un angle d'attaque psychologique. C'est-à-dire que ça veut pas dire que je statue sur cet aspect-là, parce que je mets toujours du droit, je mets toujours des pièces, je rédige beaucoup, je motive beaucoup, parce que je ne veux pas que les gens aient l'impression que c'est tel juge qui s'est fait une idée de leur situation. Moi, je n'ai pas d'idée. Si les gens font appel et que la cour me donne tort, dont acte. Moi, je ne détiens aucune vérité. Par contre, je pense que pour comprendre un dossier, c'est un peu cette idée de stratégie. Enfin, pour rendre une bonne décision, ou la meilleure décision possible, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. C'est exactement comme vous disiez, ce que vous essayiez de faire quand vous étiez avocat avec vos clients, c'est-à-dire vous vous préoccupiez d'abord de l'enjeu, et une fois que vous compreniez quel était l'enjeu, vous pouviez servir comme avocat et décider quoi faire. Oui. Et comprendre ce qu'il y a derrière, mais ça ne veut pas dire, et moi je suis très attaché à ça, ça ne veut pas dire qu'il y a un gentil et un méchant. C'est simplement comprendre finalement le contexte et pour avoir une lecture la plus adaptée possible des règles de droit, des pièces qui nous sont... mais ça n'empêche pas de donner raison aux méchants et de donner tort aux gentils, puisque la question n'est pas là. La question n'est pas là. Et donc, on peut avoir... Et ça arrive, je trouve que c'est la beauté de cette pratique-là. Moi, je dis que depuis que je juge les gens, je ne les juge plus. Depuis que je suis juge, je ne juge plus les gens. Alors que on peut avoir tendance, quand j'étais avocat, on peut avoir tendance finalement à se faire une idée des gens, en disant celui-ci est comme ça. Alors que là, c'est plus du tout mon état d'esprit, et il m'arrive fréquemment d'avoir une mauvaise impression de quelqu'un en audience, et même que cette personne se dise, tiens, le juge, en gros, il m'a pas apprécié parce que il m'a un peu posé des questions un peu sévères, et il avait l'air de pas trop croire ce que je lui disais. Il m'a dit, est-ce que vous avez une preuve de ce que vous avancez? Enfin, voilà, donc il peut y avoir un peu de tension en audience. Et pour autant, quand on rédige, je pense notamment aux affaires familiales, enfin quand on met en délibéré, il n'empêche que la question, elle est pas celle-là. Voilà, les impressions d'audience ne font pas la décision, et que quand on reprend un dossier, on regarde les demandes, on regarde les pièces, et c'est vraiment la motivation qui compte. Voilà, moi je suis très attaché à la motivation. Et si je suis pas capable de croiser les gens dans la rue et de leur dire, voilà, j'ai décidé ça parce que, c'est que c'est que ma décision, c'est mon opinion, mais mon opinion, elle n'a aucune valeur. Aucune valeur. Et pour un peu boucler la boucle, par rapport à ce que vous aspiriez à faire en tant que magistrat quand vous étiez avocat, vous êtes satisfait? Oui. Ce que vous projetiez sur cette profession? Alors, ce que je projetais sur la profession dans son ensemble, c'est-à-dire le fait de décider, ça, oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Après, là où j'étais, c'est normal, hein, on est avocat, moi je choisissais un peu mes dossiers, on se dit, je vais faire ce que je sais faire, ou on m'attend en quelque sorte. Et c'est vrai que la justice m'a dit, non, vous savez faire peut-être plein de choses, mais nous on va vous faire faire ce dont on a besoin. Et finalement, je regrette pas. Plutôt que d'être arrivé en pays conquis en disant, moi je faisais beaucoup de droit rural, j'aurais pu être président du tribunal paritaire, ou des choses comme ça. Non, on m'a dit, vous allez occuper l'espace qui est vacant. Donc vous y attendiez pas, mais ça vous satisfait quand même. Ouais,
Et ça permet de Et au découvrir contraire, j'ai d'autres l'impression que choses. ça a été une belle surprise. Oui, ça permet de découvrir d'autres choses. Et je pense que si on m'avait demandé, j'aurais pas voulu prendre un cabinet de JAF. Je dis pas que, parce que si on m'entend au ministère de la Justice, après on va croire que je veux faire que ça, mais je dis pas que c'est quelque chose que je veux faire pendant toute ma carrière, si carrière il y a, mais c'est quelque chose finalement que je fais avec beaucoup de conviction et où j'estime que qu'il y a encore du travail, qu'il y a encore du travail à faire. Ouais. Et dites-moi, Manuel, quelle est votre... est-ce que vous avez une source d'inspiration? Je crois que c'est vraiment c'est cette idée que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer de se confronter à la réalité des choses et de lutter contre ses préjugés. Je crois que c'est vraiment cette idée-là qui me pousse à m'améliorer dans mon travail ou même à envisager d'autres choses. C'est finalement de lutter contre ses propres préjugés et donc aussi de se nourrir finalement de la diversité des gens qu'on rencontre et donc des dossiers auxquels on doit répondre. Et je crois que c'est vraiment un peu la bascule par rapport au métier d'avocat. Quand j'étais avocat, finalement, je choisissais un peu mes dossiers, c'est moi qui les confectionnais. Là, je suis dans le flot, les vagues arrivent, et il faut tout traiter de la même manière. Et ça vous incite à ne pas avoir de préjugés. Vous êtes obligé de rester curieux. De rester curieux et finalement de se dire, et je crois que c'est aussi quelque chose, c'est que tout le monde a quelque chose à nous dire. Et je crois que c'est vraiment ça, moi, qui me retient dans cette justice du quotidien, hein. Les audiences correctionnelles juge unique, le JLD de permanence, et puis le JAF. C'est que quand on vous amène quelqu'un en JLD pour lorsqu'il y a une ouverture d'info, pour une mise en détention ou pour une mise sous contrôle judiciaire, peut-être que la décision s'impose, même si aucune décision ne s'impose, mais peut-être que la décision apparaît comme dans la logique du dossier. Mais il y a toujours ce temps où la personne peut avoir quelque chose à nous dire et que finalement on va comprendre quelque chose d'elle-même, de la raison pour laquelle elle est là, grâce à cette présence devant le juge. C'est un vrai exercice parce que les gens devant le juge, je pense que c'est l'une des rares fonctions dans la société face à laquelle on est presque nu. Quand on siège, moi je siège aux assises, les gens aux assises, enfin voilà, ils se mettent à nu, que ce soit les victimes ou les accusés. Et devant le JAF aussi, finalement, on vient avec ses souffrances en disant, ben voilà, mon enfant veut plus me voir. C'est pas évident de dire ça aux gens. Et ça vous inspire. Et je trouve que ça donne aussi aux juges un peu un devoir de respecter les gens et d'humilité, quoi, de les accueillir et de les écouter, parce que ils ont tous des choses à nous dire. Et quelle est votre dernière joie? Professionnellement, je dirais pas que j'ai des joies parce que moi je fais pas ce métier-là pour être joyeux en quelque sorte, mais c'est en tout cas la satisfaction de se dire, si quand même c'est une joie professionnellement, c'est que quand on s'aperçoit que on a réussi à infléchir une situation et que finalement, et je pense notamment à ce dossier où j'avais mis une résidence alternée provisoire alors que ça semblait un peu aberrant, mais pour moi c'était le seul moyen de sortir de l'écueil dans lequel cette famille était, et que finalement les gens viennent vous voir et que ils vous disent oui, vous vous étiez pas trompé, quoi. C'est de se dire, je me suis pas trompé et ce que j'ai fait a été dans le bon sens, et donc j'ai finalement ça n'a pas été inutile. Et que portez-vous sous votre robe maintenant de magistrat? Alors, au niveau vestimentaire et symbolique, c'est pas quand je mets ma robe. C'est quand je ne la mets pas, puisqu'on est en audience de cabinet en JAF, souvent, donc on n'a pas de robe. Et je mets un point d'honneur par ma tenue, de
créer peut-être un décalage, ou en tout cas, je sais pas si c'est une proximité, mais en tout cas un marqueur. Donc je mets des nœuds papillons. Les avocats d'Angoulême le savent très bien. Je mets des nœuds papillons aux audiences JAF, parce que d'abord il faut bien recevoir les gens. En tout cas, c'est mon point de vue. Et puis j'ai des cravates. Alors j'ai une cravate avec Snoopy. Alors c'est écrit en petit, mais il y a marqué l'amour, toujours l'amour. Enfin voilà, cette petite touche finalement, ce petit décalage, qui montre que qu'on est on est chez le juge, que on n'est pas en garde à vue. D'abord, on est là entre gens qui se respectent. Même si en garde à vue aussi on est respecté, mais c'est différent quand même. On est libre, on a le droit de tout dire, on est égaux. Et puis, et le fait aussi qu'il faut avoir un peu de recul, en quelque sorte, que les gens viennent avec peut-être l'envie de s'étriper l'un l'autre, mais que voilà, le juge est là. C'est votre petite note de peu, légèreté. Pour mettre un petit peu de légèreté, un peu de recul à tout ça. Merci beaucoup Manuel Carius pour cet entretien. Je vous en prie.